Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre pour ce débat autour du nouvel numéro de la revue Carmonde 258, dévoiler les dimensions cachées de la pauvreté. Ce numéro met à l'honneur une recherche réalisée par ATD Carmonde avec l'Université d'Oxford en 2019. Cette recherche avait pour but d'approfondir la connaissance, la compréhension et mesurer la pauvreté, tout en faisant travailler ensemble à partir de la méthodologie des croisements des savoirs, des personnes en situation de pauvreté, des chercheurs et des professionnels. Donc pour ce débat, nous avons l'honneur d'accueillir ce soir Evelyne Dubois. Bonsoir Evelyne. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes militante à ATD Carmonde. Vous avez fait partie aussi de la recherche en tant que membre de l'équipe nationale. Nous avons également Marion Navelet. Vous êtes militante à ATD Carmonde également. Vous avez été membre aussi dans l'équipe nationale de la recherche. Nous allons aussi accueillir plus tard Elena Lachida qui est chercheuse et qui est enseignante-chercheuse à l'Institut catholique de Paris, qui est aussi docteur en sciences sociales et économiques et qui a été membre de cette recherche. Nous allons l'accueillir un peu plus tard. Et enfin, nous avons Xavier Godino. Vous êtes volontaire à ATD Carmonde. Vous avez participé à cette recherche en tant que membre de l'équipe de coordination internationale. Oui, tout à fait. Super. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous présenter une petite vidéo qui va vous expliquer cette recherche, notamment pour ceux et celles qui ne la connaissent pas. Bon visionnage et à tout de suite. D'après l'ONU, 1,3 milliard de personnes vivent en situation de pauvreté dans le monde. Mais derrière les chiffres, que savons-nous vraiment de la pauvreté ? Notre société véhicule souvent des idées fausses, notre vision est incomplète. Car tout ce que nous voyons, entendons et lisons sur la pauvreté vient essentiellement des professionnels, des universitaires et des médias, et rarement des personnes qui la vivent au quotidien. ATD Carmonde et l'Université d'Oxford se sont associés pour aller plus loin, en réunissant chercheurs, professionnels et personnes vivant la pauvreté dans une démarche originale pour appréhender le sujet sous un angle nouveau. Pendant 3 ans, des groupes du Bangladesh, de Bolivie, des États-Unis, de France, du Royaume-Uni et de Tanzanie ont cherché comment définir la pauvreté à travers une recherche participative. Ils ont travaillé ensemble pour concevoir ce projet, conduire la recherche et analyser les données. Qu'avons-nous appris de ce travail ? La pauvreté est bien plus qu'un manque d'argent. Elle est multidimensionnelle. Les groupes de travail des 6 pays se sont ainsi mis d'accord sur 9 dimensions qui définissent la pauvreté. La pauvreté est le plus souvent définie en termes de manque. Être pauvre, c'est être obligé d'accepter du travail sous-payé, irrégulier, dans des conditions souvent indignes et parfois même dangereuses. C'est aussi ne pas avoir l'argent nécessaire pour faire face aux dépenses essentielles du quotidien et assurer à sa famille une existence digne. C'est également être privé d'accès aux biens et services élémentaires pour mener une vie décente et participer pleinement à la société. Mais vivre l'expérience de la pauvreté, c'est aussi ne pas pouvoir contrôler sa propre vie et devoir toujours dépendre des autres et des institutions. C'est avoir une espérance de vie réduite à cause de conditions de vie difficiles et du manque d'accès aux soins. C'est souffrir physiquement, psychiquement et émotionnellement. Pour les personnes en situation de pauvreté, la vie est une lutte quotidienne, mais elles résistent en s'entraidant et en trouvant des solutions créatives à leurs difficultés. La pauvreté est une chose que nous créons ensemble en tant que société, consciemment ou inconsciemment, dans nos actions quotidiennes et à travers le fonctionnement de nos institutions, nos entreprises et nos services sociaux. Les institutions nationales et internationales sont souvent incapables d'aider réellement les personnes qui vivent la pauvreté et mettent parfois en place des politiques et des projets qui les laissent de côté, les humilient ou parfois même empirent leur situation. Vivre la pauvreté, c'est aussi être étiqueté, stigmatisé en permanence. Ne pas être traité comme une personne à part entière, être vu seulement comme un problème. Les personnes pauvres ont des compétences et sont actives dans leur famille, leur quartier, pour participer à la vie sociale et économique. Mais la société ignore ces contributions ou ne les valorise pas. La pauvreté est aggravée quand les personnes sont obligées de vivre dans des lieux et des habitats dégradés, dans des endroits pollués où les conditions climatiques sont extrêmes, quand elles sont victimes de discrimination et de préjugés à cause de leur sexe,
leur appartenance ethnique, leur orientation sexuelle ou leur statut de migrant. Quand les croyances et la culture créent des barrières ou des discriminations, quand elles durent pendant des années, et que le poids de ces différents aspects de la pauvreté s'accumule. Pour les personnes vivant dans la pauvreté, chaque jour est un combat pour avoir une vie meilleure, pour résister. Si la société fabrique la pauvreté, elle peut aussi la détruire. À ATD Quart Monde, nous construisons un mouvement de personnes à travers le monde pour agir ensemble, changer la façon dont la pauvreté est perçue et la détruire. Pour cela, nous devons d'abord apprendre des personnes qui luttent contre la pauvreté chaque jour. Découvrez le rapport de la recherche, partagez vos idées sur www.atd-carmonde.org. Participez au débat et rejoignez le mouvement pour mettre fin à la pauvreté. Pour ce débat, on va s'attarder sur plusieurs points concernant cette recherche, notamment sa méthodologie qui est assez singulière, votre vécu de cette expérience, et nous ferons un point aussi sur la définition des dimensions cachées de la pauvreté et sur son impact finalement de cette recherche auprès des institutions, des organismes. La première question que je me suis posée en faisant des recherches sur cette recherche, c'est de savoir pourquoi ATD Quart Monde avait souhaité participer à cette recherche avec l'Université d'Oxford et comment les deux organismes vont plus se compléter et apporter d'elles-mêmes. Alors votre question contient deux questions. Exactement, oui. Pourquoi cette recherche et pourquoi avec l'Université d'Oxford? Alors d'abord, pourquoi cette recherche? Elle s'inscrit dans un contexte particulier qui est l'année 2015 où l'Assemblée générale des Nations Unies, donc qui rassemble à New York des chefs d'État de 180 pays, un peu plus, adopte une déclaration sur les objectifs de développement durable. Donc c'est une grande déclaration qui a été préparée pendant 2 ans par beaucoup de consultations auxquelles nous avons beaucoup participé. Nous avons réussi à faire passer l'idée de ne laisser personne de côté dans la déclaration finale. Et donc cette déclaration des objectifs de développement durable affirme comme premier objectif éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dans tous les pays. Donc nous étions très contents que cet objectif soit laissé en tête parce qu'il y avait eu beaucoup de discussions pour le faire passer plus en arrière. Et alors, éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, très bien, mais qui définit quelles sont les dimensions de la pauvreté? Et c'est là où nous sommes dit, ces dimensions, il faut les définir, pas seulement comme on le fait traditionnellement avec des experts ou parfois des technocrates qui sont enfermés dans leur bureau, mais aussi avec les personnes qui ont l'expérience vécue de la grande pauvreté et avec des praticiens. Donc ça, c'est le pourquoi de la recherche. Alors pourquoi avec Oxford ? Parce que nous ne sommes pas très satisfaits des indicateurs qui sont utilisés au niveau mondial pour mesurer la grande pauvreté, en particulier les indicateurs de la Banque mondiale pour l'extrême pauvreté qui est défini par moins d'1,9$ par jour. Voilà, c'est un indicateur de l'extrême pauvreté, c'est quand vous avez moins d'1,9$ par jour. Nous avons toujours pensé que c'était un indicateur un peu simpliste qui rend très très mal compte de ce que vivent les populations les plus pauvres. Et pour faire changer cet indicateur, eh bien, il faut vraiment avoir un plaidoyer au niveau international et notamment pouvoir dialoguer avec la Banque mondiale en disant bon, il y a moyen de faire mieux que ça. Et pour dialoguer avec la Banque mondiale, il faut être entendu. Et pour être entendu, si vous n'êtes pas avec des universitaires pour parler avec la Banque mondiale, c'est pas compliqué, vous n'êtes pas entendu. Les associations non gouvernementales n'ont pas le statut qui convient à la banque, où ce sont essentiellement je crois qu'il y a 5500 économistes qui ont tous fait des doctorats en ceci ou cela. Et si vous n'arrivez pas avec une université prestigieuse, eh bien on considère que ce que vous allez dire n'est pas très solide et vous n'êtes pas entendu. Donc voilà, l'idée de travailler avec Oxford, c'était pour se faire entendre et pour permettre, en travaillant avec des universitaires, que la parole des personnes les plus pauvres, elle aussi, soit entendue. D'accord. Et quel était l'intérêt de faire cette recherche à partir de la méthodologie des croisements des savoirs? Quelle est la richesse de cette méthodologie? Alors la méthodologie du croisement des savoirs, nous essayons de l'affiner au sein d'ATD Quart Monde depuis plus de 20 ans. Elle repose sur, si vous voulez, une affirmation qui est une affirmation du fondateur d'ATD Quart Monde, Joseph Brzezinski, qui remonte à l'année 1980, exactement, devant un forum d'universitaires à l'UNESCO, où il dit, en fait, la connaissance académique, la connaissance universitaire, c'est très bien, mais en fait, elle est partielle et elle est peu mobilisatrice. Et donc, on a besoin d'autres connaissances. Et il dit, la première connaissance dont on a besoin, c'est la connaissance des personnes qui ont l'expérience de la pauvreté.
Alors parfois, ces personnes n'ont pas les mots pour exprimer cette connaissance, pour exprimer leur expérience de la honte, d'avoir été dans la rue, d'avoir eu des enfants placés, d'avoir eu faim, d'avoir été en chômage. Parfois, ils n'ont pas les mots parce que beaucoup n'ont pas été scolarisés longtemps, mais ils ont la connaissance. Et donc, il faut les aider à trouver les mots, à construire ensemble cette connaissance, d'abord tout seul et ensuite en groupe, pour ensuite pouvoir la partager avec d'autres. Donc, toute la méthodologie du croisement des savoirs consiste à aider les populations qui ont l'expérience de la pauvreté à construire individuellement et collectivement leurs connaissances. Et une fois que cette connaissance est un peu construite, à la partager avec les praticiens. Les praticiens, c'est qui? Ce sont les instituteurs, les travailleurs sociaux, les médecins, les avocats, tous les gens qui sont au contact des populations les plus pauvres et qui de ce fait ont aussi une connaissance. Et puis évidemment les universitaires qu'il n'est pas question de mettre de côté. Simplement, il faut qu'ils reconnaissent que leur savoir est partiel et qu'on a besoin de mettre ensemble tous ces savoirs pour arriver à une connaissance plus solide et plus efficace dans la lutte contre la pauvreté. D'accord, donc cette recherche, c'est vraiment un travail entre des professionnels, des chercheurs et des personnes qui vivent en situation de pauvreté. Et justement, vous, Evelyne et Marion, qui êtes des personnes qui êtes des militantes à ATD Quart Monde, est-ce que ça a été difficile pour vous de parler avec des chercheurs, avec des professionnels? Comment vous l'avez vécu? On a apporté notre savoir du vécu. Ça n'a pas toujours été facile parce qu'il fallait qu'on arrive à se faire confiance entre professionnels et chercheurs. Parfois c'était difficile parce qu'on se mettait à nu. On racontait son histoire la plus profonde. Au début c'était dur de dire aux chercheurs universitaires qu'on ne comprenait pas parce qu'on les pensait supérieurs à nous. Mais en fait j'ai découvert qu'on était tous à égalité. Et je me souviens qu'un jour, il y a une chercheuse qui parlait. Et j'ai dit à Chantal, est-ce qu'on peut s'arrêter? Parce que là, je suis perdue. Et en fait, quand Chantal m'a demandé ce que j'avais compris, elle me dit, mais tu as bien compris du premier coup. Et pour moi, dans l'équipe de recherche, on a dû à un moment regarder toutes les caractéristiques de la pauvreté qui venaient des groupes de pairs et les regrouper en dimensions. Il y avait des papiers plein le mur. Les professionnels et les chercheurs universitaires déplaçaient les papiers sur leur mur. Et je n'osais pas dire, je ne disais pas, ils vont beaucoup trop vite. Ce n'est pas forcément là que je les mettrai. J'avais envie de partir, jusqu'au jour où Elena Lassida a dit qu'on était tous co-chercheurs et qu'on avait notre place, ce qu'il fallait vraiment dire, ce qu'on avait sur le cœur, et si quelque chose était mal placé, il fallait le dire. À ce moment-là, je me suis sentie plus à ma place. D'accord. Est-ce que vous, Elena Lassida, en tant que chercheuse, vous avez eu des a priori concernant cette recherche? Et est-ce que vous avez ressenti aussi des difficultés de votre côté en tant que chercheuse? Alors, je dirais... A priori, c'est pas le mot, je dirais, mais évidemment, je pense que c'est une recherche très différente à celle que j'ai l'habitude de faire. Et donc, du coup, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont surpris. Je dirais que la chose qui m'a le plus interrogée au début, c'était la lenteur. Et quand on a commencé, et on avançait très très lentement et on prenait vraiment le temps pour voir si on se comprenait, si on mettait les mêmes significations derrière les mots. Et je me suis dit, mais on va jamais arriver à rien en fait. C'est pas possible. Et donc, je pense que la lenteur a été voilà, un vrai apprentissage parce que je pense que j'ai réalisé à la fin voilà, l'importance d'avoir pris tout ce temps oui. Au début. Exactement, oui. D'accord. Et je vais commencer par Marion. Quel était votre rôle dans cette recherche finalement ? Quand on m'a proposé de participer à la recherche, je ne comprenais pas très bien les mots dimension et mesure en rapport avec la pauvreté. Je trouvais ça farfelu. C'est trop abstrait, mais j'avais envie d'approfondir, de comprendre. Je me suis dit qu'en participant, je trouverais peut-être quelle dimension on parle.
Ok, donc c'est vraiment par curiosité. Oui. Ouais. Oui, oui. Tiens. Ah, t'arrives. Elena, quel était votre rôle dans cette recherche? Alors, en fait, moi, je faisais partie des universitaires et donc, du coup, comme chaque groupe de recherche du projet d'ensemble, il y avait un copilotage d'un chercheur universitaire et d'une personne de ATD. Et donc, du coup, voilà, en l'occurrence, dans notre groupe, Marianne Delatte était voilà, le pilote côté ATD. Et donc, du coup, moi, je participais de ce pilotage côté universitaire. D'accord. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Evelyne? Non? Bah oui, je suis sûre qu'elle elle veut pas parler. Alors pour moi, j'ai accepté de faire la recherche parce qu'en fait, je pensais qu'on allait mesurer les pauvres. Et en fait, j'ai rien appris sur les pauvres dans leur nombre et tout ça, mais j'ai appris beaucoup sur les formes de pauvreté. D'accord. Super intéressant. Comment vous avez vécu cette recherche et surtout, qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement? La première cette fois-ci. Exagère. Alors, on a eu des outils comme le blason où il fallait parler d'une expérience et ce qu'on pensait de la pauvreté. Et je me suis rendu compte que d'après mon blason, j'ai vécu la pauvreté depuis mon enfance et que je n'avais pas fait le rapprochement. Parce que pour moi, la pauvreté, ce n'était qu'une question d'argent et de logement. Et j'ai pris l'expérience du placement des enfants et j'ai compris que j'étais concernée et j'ai fait le lien avec la pauvreté. C'est important parce que ce qui m'a permis de rentrer dans la recherche, j'étais plus ouverte à d'autres idées ensuite. D'accord. C'est vrai que finalement, quand on rentre dans cette recherche, on se rend compte que la pauvreté, c'est pas forcément qu'un manque de logement ou un manque financier, c'est même beaucoup plus large que ça. Marion, vous voulez Moi, continuer? j'ai découvert, moi qui vivais dans la rue, Oui. qu'en fait, il y avait une dimension qui s'appelait la maltraitance sociale. Et j'ai jamais pensé que ça pouvait être une dimension par rapport à la pauvreté. C'est vrai qu'on se faisait insulter, traiter de « oui, vous êtes des fainéants, vous vivez sur les minima sociaux et tout ». Mais en fait, je ne me rendais pas compte que ça pouvait faire partie d'une dimension. Oui, vous, Elena, vous êtes quand même passé d'un côté d'une personne qui enseigne, d'un chercheur, à quelqu'un qui apprend finalement. Comment vous l'avez vécu, vous, de votre côté? Alors, oui, je dirais, en principe, les enseignants-chercheurs, c'est vrai qu'ils apparaissent un peu comme des gens qui savent, mais en fait, on passe notre temps à essayer d'apprendre. Sauf que l'image qu'on donne vers l'extérieur, et surtout quand face à d'autres, on doit rendre compte de ce qu'on sait. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on rentre un petit peu dans cette image de sachant. Et c'est vrai que quelque chose qui m'a, surtout en plus quand on est avec des collègues, il faut montrer presque qu'on sait plus que les autres et que l'idée qu'on a est meilleure. C'est très compétitif. Voilà. Alors, je pense que la logique de la recherche est beaucoup fondée dans la confrontation d'idées. On est toujours, et chaque fois qu'on présente le résultat d'une recherche, il faut quelqu'un qui vienne critiquer. Et c'est un peu un principe de fonctionnement. Et c'est une manière, je pense, d'avancer, que chacun soit un peu soumis à la critique des autres. Et donc, du coup, naturellement, on prend un petit peu une attitude défensive, parce que on sait que c'est un petit peu la logique de fonctionnement. Et là, justement, ce qu'on a vécu, nous, dans la recherche, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire quand on n'était pas d'accord entre nous, on était en permanence invités, non pas à essayer de mieux expliquer notre point de vue, mais plutôt avant tout à dire qu'est-ce qu'on apprenait du point de vue de l'autre.
Et donc, on nous situait toujours dans cette posture d'apprenant. Et donc, on était tous, je dirais, un petit peu déplacés. Parce que, voilà, et nous en particulier les universitaires, parce que c'est vrai que quand on est face à un point de vue différent, au contraire, il faut aller jusqu'au bout pour arriver à expliquer notre point de vue. Et là, tout de suite, on était invités, au contraire, à essayer de dire, mais dans ce que l'autre me dit, même si je ne suis pas d'accord, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'apprend ? Et donc, oui, c'est vrai, c'est un vrai déplacement d'attitude. Et je pense que j'ai compris l'intérêt justement dans la co-construction, de se mettre avant tout les uns par rapport aux autres dans cette attitude d'apprenant les uns des autres. Et sinon, je pense que on reste à la limite dans le compromis avec celui qui pense différemment. Et là, en fait, je pense qu'on est allé plus loin justement parce que chacun a fait un peu cet exercice de dire qu'est-ce que j'apprends de ce que l'autre me dit. C'est ça la richesse finalement des croisements des savoirs, c'est que ce soit des chercheurs ou des personnes vivant de la pauvreté ou des professionnels, c'est que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice et chacun apprend de chacun finalement. Vous voulez rajouter quelque chose, Evelyne ? Non, mais Evelyne, elle peut le dire aussi. Pardon Marion, j'ai confondu les deux. Parce Pardon, que Marion. non, dans le croisement des savoirs, on recherche ce qu'il y a en commun dans nos idées. Sur ce qu'on n'était pas d'accord, on demandait une explication, on travaillait. Il y a des moments où on n'était pas d'accord entre nous. Dans l'équipe de recherche, là-dessus, on a beaucoup échangé. Et toi, t'avais dit ça. Tu l'as ? Oui. Mais non, tu l'as pas lu, celui-là. Le combat. Le fameux combat. Voilà. On a eu une grande explication sur le mot combat. Car nous, les militants, nous ne voyons que le côté négatif. Les chercheurs et les professionnels le voyaient plutôt en positif. Et donc on a cherché à voir si on pouvait trouver du positif et eux ils ont essayé de chercher de voir pourquoi nous on voyait en négatif. Et finalement en travaillant tous ensemble, on s'est rendu compte qu'il y avait du positif et du négatif dans le mot combat et du coup on l'a mis en chapeau. D'accord, super. Je peux ajouter quelque chose ? Oui, bien sûr. Et par rapport à ce fameux mot combat, voilà, qui nous a fait beaucoup travailler, il y avait la différence que tu dis entre justement le côté positif et négatif, mais il y avait aussi une autre différence qui était le mot militant. voilà, c'est Elle disait que ça faisait trop militant. voilà. Pour nous, le mot était plutôt à mettre du côté de l'action et donc de la militance. Oui. Et là, on voulait comprendre ce que c'était la pauvreté. Donc, on craignait aussi que d'utiliser ce mot, ça puisse être voilà, mal interprété le résultat en disant mais finalement vous instrumentalisez la recherche pour, voilà, pour faire passer votre action. Et en fait, ce qu'on a découvert justement en travaillant ensemble là-dessus, c'est que ce mode de combat n'était pas uniquement voilà, l'action de politique de lutte contre la pauvreté, mais qu'il y avait une expérience de vie dans la pauvreté. Voilà, et peut-être cet aspect négatif, c'est-à-dire très lié à la survie, non seulement du côté résistance, mais du côté, voilà, et chaque chose est un problème énorme en fait. Chaque chose au quotidien est un vrai combat. Et donc, voilà. Donc, du coup, voilà un mot parmi tant d'autres, mais celui-là, on l'a pas mal travaillé, où je dirais les représentations des uns et des autres a été déplacée justement par cette confrontation des idées des uns et des autres. D'accord. On a une question d'un internaute ou une internaute. Comment vous voyez la pauvreté dans les pays du Sud, Afrique, Asie, Amérique du Sud, par rapport aux pays du Nord ? Xavier, je vous laisse répondre. Oui, alors pour répondre à cette question, il faut d'abord donner quelques précisions qu'on n'a pas encore données, à savoir que cette recherche a été menée dans 6 pays. 3 pays du Nord et 3 pays du Sud, c'était délibéré. Hein. Donc les 3 pays du Nord, c'était la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et les 3 pays du Sud, c'était le Bangladesh pour l'Asie, la Tanzanie pour l'Afrique et la Bolivie pour l'Amérique latine. Et on avait fait ce choix délibéré de mettre des pays du Nord et des pays du Sud parce qu'on se doutait qu'il y avait des caractéristiques communes.
alors que la plupart des recherches en fait voilà, sont au nord ou au sud, mais rarement essayent d'associer les deux. Alors ce qui a été frappant dans notre rencontre, et notamment dans une rencontre qu'on a eue en septembre 2018, parce que tous les ans on essayait de rassembler des délégués de toutes les équipes de recherche, avec donc des chercheurs, des universitaires, des militants, des personnes qui vivent la pauvreté et des praticiens. On essayait qu'il y ait des délégués de chacune de ces équipes de recherche de chaque pays qui se retrouvaient ensemble à côté de Paris. Et donc en 2018, les délégués des équipes sont arrivés avec ce qu'ils avaient trouvé dans leur pays comme dimension de la pauvreté, et ils sont arrivés avec 71 dimensions différentes. Et donc c'était assez ingérable. Et donc, on a fait un premier travail de déblayage en groupe de pays du Nord et groupe de pays du Sud pour voir, essayer de synthétiser un peu tout ça. Et puis ensuite, on a travaillé de façon beaucoup plus approfondie pour voir ce qui était commun. Et on a été finalement quand même très surpris de découvrir qu'on a trouvé, après pratiquement 10 jours de travail, si on met à la suite tous les jours de travail qu'on a fait ensemble, eh bien, on a découvert 9 dimensions de la pauvreté qui étaient communes aux pays du Nord et du Sud. Et donc ça, c'était quand même un grand étonnement, aussi bien pour ceux du Nord que pour ceux du Sud. D'accord, est-ce que vous pouvez les développer assez rapidement? Alors, c'est un petit peu long si je veux développer les 9 dimensions de la pauvreté. Rapidement. Donc, si on veut aller vite, d'abord je peux vous montrer ce petit schéma qui est, voilà, ça c'est notre rapport final, qui représente, voilà, une sphère et avec trois groupes différentes dimensions. Alors au centre, vous avez le cœur de l'expérience de la pauvreté, qu'on a fait exprès de mettre au centre, avec ce qu'on a appelé la dépossession du pouvoir d'agir. En anglais, c'est le disempowerment. C'est-à-dire que les gens, en fait, sont, à cause de toutes les privations qu'ils subissent, à cause de l'exclusion dont ils souffrent, sont mis dans la dépendance des autres. Et en fait, ils n'arrivent plus ils n'ont plus de pouvoir d'agir, ou enfin, leur pouvoir d'agir, s'ils en ont toujours, mais il est très diminué. Donc c'est ça qu'on a appelé dépossession du pouvoir d'agir. Et alors, une dimension qui est sortie assez tard, mais à laquelle tout le monde a adhéré, c'est la souffrance, qui est vraiment une dimension au cœur de la pauvreté, en fait, c'est qu'on souffre. On souffre dans le corps, l'esprit et le cœur, c'est ce qu'on a mis là. Et les pays du Nord comme les pays du Sud se sont complètement retrouvés dans cette dimension, qui encore une fois est sortie très tard, elle est sortie en 2018 en fait. Et alors la dimension du combat, que vous avez déjà très bien expliqué, et ces trois dimensions-là forment le cœur de l'expérience. Et alors on a aussi développé des dimensions relationnelles. Je vais peut-être laisser Elena en parler parce que vous avez beaucoup travaillé là-dessus vous aussi, sur les trois dimensions relationnelles. Comme ça fera une voix un peu différente. Puis on parlera à la fin plus rapidement des dimensions très connues qui sont les privations. Alors oui, en fait, nous on avait beaucoup travaillé autour de comment, en fait, dans l'expérience de la pauvreté, il y avait quelque chose qui était avant tout relationnel. Et donc justement, pas uniquement les privations matérielles, mais avant tout quelque chose qui était de l'ordre de la relation. Je me souviens, quand on avait commencé à rassembler les dimensions, l'une de celles où il y avait le plus d'éléments, vous vous souvenez, c'était celle qu'on a appelée, je pense à la fin, souffrance, peur et souffrance. Oui, c'est-à-dire, c'était de l'ordre du ressenti. Et derrière ce ressenti, il y avait toujours quelque chose qui était en lien avec des relations de dépendance, d'humiliation, voilà. Alors, nous, voilà, ces dimensions relationnelles que pour nous traversaient l'ensemble des dimensions de la pauvreté. On l'a par exemple fortement marqué dans ce qu'on a appelé, Marion l'évoquait tout à l'heure, la maltraitance. Alors, on a identifié dans le rapport français, je sais pas, je me souviens plus si dans l'international on a repris. D'accord, ok. Donc on a repris les mêmes qu'on a nous dans le français, c'est-à-dire maltraitance sociale et maltraitance institutionnelle. Mais justement, là, la notion de maltraitance renvoie un peu à cette idée avant tout de relation, c'est-à-dire c'est pas le résultat final, c'est pas que on empêche d'accéder à quelque chose, mais c'était cette relation qui fait qu'on se sent
maltraités. Et donc, du coup, voilà, c'est pas tellement, je dirais, en termes de quelque chose qu'on dit souvent quand on parle de pauvreté, même d'accès aux droits. C'est même pas voilà, la question d'accès aux biens, mais aussi d'accès aux droits. Mais c'était comment, à travers, même quand on a le droit et on veut accéder à ces droits, parfois on doit passer par des vécus. Où on se sent vraiment maltraité. Donc du coup là il y avait quelque chose au niveau de l'expérience relationnelle quand on est en situation de pauvreté qui apparaissait très fort. Celle-là encore les contributions. Ah oui, alors ça c'était aussi c'était une dimension qui avait aussi fait beaucoup, nous avait fait beaucoup travailler. C'était contribution des compétences non reconnues. Et alors c'est assez singulier cette dimension parce que cette dimension-là, justement, on pourrait dire, à la différence de toutes les autres, est une dimension positive. En fait, ça dit quelque chose de positif. Donc, alors, on l'a exprimé de manière négative parce que c'est la non-reconnaissance de la contribution, mais quelque part, on dit, quand on a vécu en pauvreté, voilà, et on a une expérience, on a des compétences qu'on acquiert justement parce qu'on vit en pauvreté. Alors là, Marion et Evelyne peuvent parler mieux que moi. Parce que c'est elle qui a décidé, qui nous a mis sur ce chemin. En fait, cette dimension, sur 12, il y en avait 11 qui n'étaient pas d'accord avec moi, qui voulaient qu'on mette du positif dans chaque dimension. Et je me suis battue pour leur faire comprendre que si on mettait dans toutes les dimensions, ça serait noyé et qu'au niveau politique, ils ne les verraient pas. J'ai essayé de démontrer par A plus B que j'avais pas tout tort et j'ai gagné le combat. Oui, c'est comme tu dis. Alors, Bah oui. oui, mais je dis, ce que tu viens de dire, ça illustre pas très bien ce qu'on a dit avant, qu'on apprenait les uns des autres. Mais ça montre bien que, voilà, que les différences d'avis nous faisaient vraiment rentrer dans la confrontation. Mais voilà, mais c'était intéressant parce que c'était, comme disait Evelyne, on a vu l'importance justement de pouvoir le mettre bien en évidence comme une dimension et non pas diluer à l'intérieur des autres dimensions, pour montrer justement quelque chose qu'on voit très rarement, que c'est cette compétence qu'on acquiert par l'expérience même de la pauvreté. Alors, pour revenir sur les résultats de la recherche, on a aussi distingué 3 dimensions de privation que je nomme, hein, vous pourrez aller voir le numéro de la revue Carmonde pour en savoir plus. Le manque de travail décent, le revenu insuffisant et précaire, donc ça c'est ce qui est considéré le plus souvent au niveau national et international, et puis les privations matérielles et sociales dans lesquelles on peut mettre les privations d'éducation, de logement, de santé, etc. Voilà, et donc dans ces 9 dimensions, quand on regarde notamment les institutions internationales, ce qu'elles prennent en compte, eh bien on se rend compte que sur les 9, il y en a 6 qui passent en dessous des radars, hein, qui sont les dimensions du cœur de l'expérience et qui sont les dimensions relationnelles. Seules les 3 dimensions de privation sont vraiment prises en compte et mesurées. Donc ça montre encore le travail qu'il y a à faire voilà, pour mieux prendre en compte la réalité de la pauvreté dans toutes ces institutions. D'accord. Mais pourquoi, selon vous, justement ces dimensions de la pauvreté ne sont pas connues de l'opinion publique ou des institutions ou des organismes? Pourquoi, finalement, quand on pense à pauvreté, on pense qu'à des manques financiers, matériels et pas à tout l'aspect relationnel, comme vous l'avez expliqué, Elena Je donne une réponse, je suis sûr qu'Elena en aura d'autres. Je donne une réponse, c'est que très souvent la pauvreté est réfléchie et définie entre experts, entre guillemets, c'est-à-dire entre économistes, sociologues, etc., qui, eux, n'ont pas l'expérience de la pauvreté, qui très souvent, trop souvent, ne vont pas interroger les personnes qui ont l'expérience de la pauvreté, et donc qui mettent l'accent sur des dimensions matérielles qui sont les plus faciles à saisir, et qui n'entendent pas le reste, qui ne voient pas le reste. Dans certaines institutions, c'est particulièrement frappant, hein,
On se rend compte qu'il y a pendant des années, on travaille sur la dimension monétaire de tous les côtés pour savoir comment mesurer, etc., etc. Et on ne voit absolument pas le reste. Donc voilà, une des raisons pour lesquelles nous, on a mis en évidence ces dimensions, ça tient vraiment à la méthode de travail, avoir dialogué avec les personnes qui vivent la pauvreté, et aussi avoir mélangé praticiens, universitaires et chercheurs. Mais je pense qu'Elena aura d'autres choses à dire sur le sujet. Parce que je vous rappelle qu'Elena est professeure d'économie sociale. Alors oui, je dirais, alors quelque chose, je suis d'accord avec cette idée que voilà que il y a une grande partie que dans la manière de faire de la recherche aujourd'hui on ne le voit pas. Et je dirais c'est pour moi, et c'est ça qui a été pour moi la grande nouveauté, le grand apport du croisement des savoirs, c'est que c'est pas tellement qu'on ne prend pas en compte la parole des personnes qui ont l'expérience de la pauvreté, parce que voilà, les chercheurs vont dire mais oui, on fait des enquêtes et on va recueillir leurs témoignages, et leurs récits de vie, voilà, on les fait parler et puis on prend tout ce qu'ils disent et on fait notre analyse. Et justement, pour moi, la grande différence est dans le fait que là, les personnes qui ont l'expérience de la pauvreté n'ont pas été associées comme des témoins pour raconter ce qu'ils vivent, mais comme des vrais chercheurs. Et donc, du coup, on s'est rendu compte que ce n'est pas simplement qu'ils donnaient à voir des choses qu'on ne voit pas quand on n'a pas vécu la pauvreté, mais qu'il y a aussi, et c'est ça l'apport pour moi fondamental, il y a une manière de penser la réalité qui est différente quand on pense le monde, la réalité, à partir de cette expérience de réalité, de pauvreté. Donc voilà, donc là je pense que c'est à ce niveau-là où il y a quelque chose qui apporte de nouveau au niveau du contenu. Alors après, pourquoi, en plus de cette question un petit peu voilà, plus méthodologique, ce que je dirais, je vais aussi dire quelque chose de positif par rapport à la recherche sur la pauvreté, c'est que c'est vrai qu'elle est souvent avant tout exprimée ou formulée en termes matériels ou monétaires, de revenus ou d'accès aux biens. Mais je pense que c'est aussi toute la force des indicateurs quantitatifs et qui ont une valeur très importante parce que du coup, dès qu'on a quantifié, on peut justement plus fortement, je dirais, pousser les gouvernements à développer des politiques de lutte contre la pauvreté. Je pense que c'est tout le grand apport des objectifs du développement durable et des objectifs du millénaire pour le développement, c'est qu'ils ont quantifié des choses que jusqu'à présent étaient uniquement des déclarations de bonnes intentions. Alors évidemment, dès qu'on quantifie, on réduit. C'est inévitable. Et toute la question, c'est de ne pas rester avec ces indicateurs quantitatifs. Mais voilà, mais je pense qu'ils ont apporté quelque chose de très important, le fait de quantifier, qui ont permis justement de rendre compte de la grandeur du problème et aussi, je pense, de pousser à développer des politiques de lutte peut-être un petit peu plus fortes. D'accord. Justement, on a une question sur le sujet de Jacques qui nous dit « Pourquoi faudrait-il compter les pauvres si, comme l'affirme avec raison Athénée Carmonde, le guide de la réflexion et de l'action est le plus pauvre des pauvres? Je ne vois pas l'intérêt d'un dénombrement. Ne serait-ce pas céder à une sorte de gestion managériale et statistique de la pauvreté ?» Vous voulez répondre? Pourquoi compter les pauvres? Ce que tu pensais, il dit que ça n'a aucun intérêt. Non. Pas par rapport à notre recherche, mais par rapport à ce que font les recherches habituellement. Les statistiques, ils comptent en fait. On a le pourcentage de personnes qui n'ont pas le revenu minimal, le pourcentage de personnes qui n'accèdent pas au logement, le pourcentage de personnes qui n'ont pas de travail. Tout ça, c'est quantifié. Si tu veux... Oui.
Bah, les, les- les décideurs, comme on dit, ceux qui mettent en place des politiques de lutte contre la pauvreté, évidemment, ils ont besoin de savoir si ça marche ou si ça marche pas ce qu'ils font. Et donc, ils vont vous dire, bah, écoutez, pour savoir si ça marche ou si ça marche pas, il faut qu'on voit, par exemple, quand on met en place le revenu de solidarité active, les allocations logement, etc. Est-ce qu'il y a moins de pauvres une fois qu'on a mis ça en place ou plus de pauvres? Comment on va le mesurer? Donc, eux, ils répondent, bah, on va le mesurer justement avec des indicateurs quantitatifs, comme expliquait Léna. Donc, il y a quand même une bonne raison. Alors, la question telle qu'elle est posée, là, c'est vraiment une question, je dirais, qui part de l'éthique d'ATD Quart Monde de partir du plus pauvre, évidemment je vais défendre, mais les gens qui mettent en place des politiques, ils se placent différemment, ils mettent en place une politique puis ils veulent voir si ça marche ou si ça marche pas. Ils vont pas dire on part du plus pauvre ou quoi, ils vont dire voilà, ça marche ou ça marche pas et comment on le mesure. Et donc dans ce sens-là, il y a une bonne raison de mesurer la pauvreté. Alors après ça, tout le débat, c'est comment on fait ça. Ça, c'est vraiment un gros débat. Ouais. Justement, je pense que c'est aujourd'hui une question majeure dans tout ce qui est les indicateurs, quel que soit l'objet. Là, on parle de pauvreté, mais pour moi, c'est la même chose par rapport aux indicateurs de la richesse. Et c'est dès qu'on mesure la richesse, voilà, le principal indicateur de la richesse, c'est le PIB, le produit interne brut. Et aujourd'hui, tout le monde sait qu'on ne peut pas réduire la richesse d'un pays à uniquement cet indicateur du PIB. Et donc, voilà. Donc, cette question des indicateurs est une question majeure aujourd'hui, je dirais, en économie. Et pour moi, la question, c'est comment on arrive à articuler le quantitatif et le qualitatif. Parce que très souvent, le problème, c'est que simplement on juxtapose. On a les indicateurs quantitatifs et puis on a tous les récits et tout ce qui parle plus du qualitatif. Et toute la question pour moi, c'est une vraie question, je vais utiliser un mot mais dont on a parlé, une vraie question épistémologique. Qu'est-ce que c'est voilà, en l'occurrence, on veut savoir qu'est-ce que c'est la pauvreté. Voilà, comment est-ce qu'on connaît ce que c'est une réalité qui est une réalité humaine? Eh bien, il faut des approches quantitatives et il faut des approches qualitatives. Et il ne s'agit pas simplement de les mettre les uns à côté des autres. Il s'agit de voir comment on les met en dialogue. Et ça, c'est un travail énorme au niveau méthodologique. Je sais pas, Evelyne, non, Marion, j'ai vraiment du mal. Non, pas du tout. C'est pas parce que j'utilise un mot un peu bizarroïde que vous pouvez pas C'est comme parler. systémique maintenant. Voilà, mais ce mot-là, c'est devenu. Pour le Covid, on entend. Justement, à travers cette recherche, il y a des dimensions qui ont été découvertes. Et finalement, quelles sont les actions qui ont été menées à partir de cette recherche auprès des institutions ou des organismes? Alors, peut-être avant de parler des suites de la recherche, peut-être il faut dire que cette recherche elle-même a, par sa méthodologie, a un effet transformateur. Ça, je crois que c'est très important. Et chacun pourra dire comment il a vécu ça. Mais moi, j'ai vu dans plusieurs pays, notamment j'ai été très frappé par des réactions de plusieurs universitaires. Je pense à un avec qui j'ai beaucoup travaillé, d'Oxford, mais je pense à un autre en Tanzanie, un professeur dans un centre international de Tanzanie, qui dit combien il a découvert ce qu'expliquait très bien Elena, c'est comment de faire simplement témoigner les gens, ou aussi il disait ça très bien, il disait quand on se retrouvait en groupe, on posait une question, puis on me demandait de parler. Et moi je parlais, et après ça, les personnes en situation de pauvreté disaient oui, le professeur il a raison, on est d'accord avec lui. Et pendant la première année, c'était comme ça. Et puis il s'est dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas là, il faut que je fasse autrement. Et donc après, il a dit, on va faire autrement. Si vous qui allez commencer à parler, hein, vous les personnes qui ont l'expérience de la pauvreté, vous répondez les premiers à la question. Et il a dit, c'était une toute autre affaire, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Alors ce que je faisais, je leur disais, mais vous dites ça. Vous êtes sûr que c'est vrai? Et j'apportais des arguments contre pour les obliger à justifier. Et il disait mais ils savaient très bien raisonner, ils savaient très bien justifier ce qu'ils apportaient. Et il disait, pour moi, c'était une grande découverte de me rendre compte que ces personnes, dans le fond, ont des ressources. Des vraies ressources de pensée aussi, des vraies ressources d'expérience sur lesquelles il faut qu'on s'appuie. Et il disait,
plusieurs fois, il m'a dit au cours de la recherche, mais moi j'apprends beaucoup plus en rencontrant les personnes qui vivent la pauvreté qu'avec mes collègues universitaires qui ont tendance à redire ce qu'il y a dans les livres. Bon, c'est un peu méchant de le dire comme ça. Enfin, il me l'a dit comme ça. Et donc, voilà, il a été transformé dans sa manière d'approcher la pauvreté. Et je crois que c'est vrai pour tout le monde. Chacun dira à sa façon. Pourquoi ? Parce que si on ne bouge pas dans sa façon de percevoir les choses, c'est juste pas possible de travailler ensemble. Il faut qu'on accepte, en tant qu'universitaire ou en tant que praticien, d'entendre les autres, d'être bousculé dans ce qu'ils nous disent. Et c'est vrai de tous les groupes. Et je crois que c'est un apprentissage extrêmement transformateur qu'on garde après, parce qu'après, la façon d'aborder les choses est tout à fait différente. Vous voulez... Merci. Alors, oui, moi je dirais, c'est vrai, je pense qu'on a été tous déplacés et transformés, et que le premier impact, c'est effectivement dans chacun de nous. Et je dirais que, voilà, il y a, moi je disais, il me semble que chacun de nous a découvert que son savoir n'était pas là où il pensait qu'il était. et par exemple, nous, les universitaires, on pense que notre savoir, c'est avant tout dans toutes les théories qu'on manipule, qu'on utilise, qu'on applique, dans la conceptualisation, dans la modélisation. Et voilà. Et c'est vrai que, par exemple, chez certains universitaires dans la recherche, ça a été un peu frustrant parce qu'on n'a pas pu mettre à profit toutes les connaissances en termes des théories. Et donc, ça a créé de la frustration. Mais je pense que ce qui a été pour moi très intéressant, c'est que on s'est rendu compte qu'au-delà des théories et des concepts qu'on a, et en fait, il y a, comme je disais avant aussi pour les personnes en situation de pauvreté, on a une manière particulière de penser. Et c'était assez, vous vous souvenez, dans la recherche, et très souvent, dès qu'on avait des exercices à faire par groupe de pairs, alors voilà, il fallait donner des réponses claires. Et voilà, et nous, les universitaires, on ne pouvait pas donner une réponse claire. En fait, c'était pas qu'on rendrait complexe par complexifier, mais tout de suite, on faisait des liens. On essayait de voir les relations entre les concepts. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est lié un petit peu à notre métier. Et c'est de ces manières de tout de suite, face à une question, d'essayer de relier. Et voilà. Et donc, et je pense que c'est ça un petit peu ce que chacun a découvert. C'était un peu comment, à partir de l'expérience et du savoir qu'il porte, il pense. Il y a une manière de penser la réalité différente. Alors. Mais je voulais dire, parce qu'elle n'est pas là avec nous, c'était Marie-Hélène qui était professionnelle et elle a dit que après la recherche, qu'elle avait changé son fusil d'épaule par rapport aux gens qui vivent la grande pauvreté. C'est vrai que ça l'avait changé l'opinion. Et puis pour moi, ça m'a donné confiance. Et maintenant, si je vais à une réunion, j'ose parler. Ce que je n'osais pas faire au début. Je disais toujours non, je n'ai rien à dire. Moi, en fait, comme j'ai réussi à prendre confiance en moi, maintenant, quand on me demande de présenter la recherche et qu'il y a un universitaire ou un professionnel, je ne me sens pas inférieure. Pour moi, on a fait la recherche, on était tous à égalité, et il n'y a pas de raison que ça change. Alors vous voyez, par rapport à cette dimension qu'on a appelée au cœur de la pauvreté, la dépossession du pouvoir d'agir, on voit que cette recherche a donné du pouvoir d'agir à chacun en fait, aux personnes qui vivent la pauvreté, aux praticiens, aux universitaires. Un pouvoir d'agir personnel, une plus grande confiance en soi et un pouvoir d'agir ensemble aussi, parce que c'est un apprentissage. Et donc c'est quelque chose qui est gagné pour la suite et ça c'est très important. D'accord.
Du coup, je veux bien qu'on revienne à ma question de départ. Alors, la question de départ, les suites de la recherche. Exactement, oui. Les suites de la recherche. Voilà, alors bon, ceux qui lisent la revue Carmonde, vous verrez qu'il y a tout un article qui explique les suites de la recherche dans les différents pays au niveau international, etc. Je vais en indiquer quelques-unes, d'abord concernant la France, puisque je suppose qu'on est regardé là surtout par des Français. Oui. Une suite de la recherche, c'est avec l'Institut national de la statistique et des études économiques. Voilà, alors après, bon, on a fait du plaidoyer auprès de cet institut aussi. Il n'y a pas eu juste la recherche comme ça. Il faut aussi aller rencontrer les gens, leur présenter la recherche, leur dire qu'on attend des choses d'eux et leur dire qu'est-ce qu'on attend. Et donc c'est ce qu'on a fait avec voilà, la direction de l'Institut national de la statistique à plusieurs reprises, sur plusieurs années. Du coup, le directeur a participé à notre présentation à l'OCDE en 2019. Et puis, après ça, ces services sont revenus vers nous en nous disant, ben voilà, finalement, on aimerait bien essayer de mesurer ce qu'ils appellent les difficultés administratives, ce que nous, on appellera la maltraitance institutionnelle. Hein. Eux, ils ont appelé ça les difficultés administratives. On aimerait bien mesurer ça. Voilà, on a fait un questionnaire à quelques-uns. Est-ce que vous voulez bien regarder et nous dire qu'est-ce que vous en pensez ? Et donc voilà, on a fait passer à l'équipe de recherche en France, on a fait passer aussi à nos amis d'Oxford. Et ils ont fait des commentaires, ils ont fait beaucoup de propositions et finalement 80% des propositions ont été retenues par l'INSEE qui donc est en train d'administrer sur le terrain ce questionnaire qui va essayer de mesurer la maltraitance, les difficultés administratives. Et donc voilà, ça c'est une première étape et donc on leur a proposé après de se retrouver ensemble, d'analyser ensemble les résultats et de faire tout un travail aussi qui associera des universitaires et des militants pour aller plus loin dans ce qu'ils pourraient faire pour mieux mesurer la pauvreté. Donc ça c'est un aspect. Et puis aussi, je commence à voir des articles qui sortent un peu partout, où on s'aperçoit que l'INSEE voilà, maintenant définit autrement la grande pauvreté. Voilà, ils sont revenus à la définition que Joseph Brzezinski avait donnée dans son rapport du Conseil économique et social il y a bien longtemps, en 87. Et ils essayent maintenant de fabriquer un nouvel indicateur de pauvreté qui n'est plus seulement monétaire, mais qui est aussi agrège les difficultés matérielles. Alors c'est pas la révolution, mais c'est un progrès. C'est un début, oui. Et autre progrès intéressant, c'est que ces indicateurs monétaires ne concernent que ce qu'ils appellent dans leur jargon les ménages ordinaires, c'est-à-dire les ménages qui sont dans un logement normal. Et les personnes qui sont sans abri, qui sont dans les centres d'hébergement, etc., n'étaient habituellement pas prises en compte, ceux qui sont dans les bidonvilles aussi. Et là, ils essayent de les compter. Et ils ont sorti un article récemment où ils essayent de compter tout ce monde-là pour dire quel est à peu près le niveau de la grande pauvreté en France. Et ça, c'est quand même une nouveauté. Hein. C'est d'essayer de mieux appréhender la grande pauvreté, sachant que même en France, où le président de la République a dit il y a quelques années qu'il voulait éradiquer la grande pauvreté, en fait, personne ne savait la mesurer. Donc voilà, une suite concrète. Elena pourra en dire d'autres. Alors, il y a aussi une autre au niveau de la formation. Puisque c'est un peu mon domaine, mon métier, après avoir fait cette expérience, je me disais, ça serait vraiment génial que des étudiants, j'accompagne des étudiants qui se préparent à travailler dans tout le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et donc je disais, ça serait vraiment intéressant qu'ils puissent être introduits un petit peu à cette démarche du croisement des savoirs. Et donc on a monté cette année au niveau de l'Institut catholique de Paris et dans le cadre du master dont je suis responsable, une formation qui est ouverte aussi à des professionnels. Donc il y a les étudiants du master plus des professionnels et sur 5 jours, avec une équipe, avec des gens d'ATD et des collègues universitaires, on a monté cette formation. Elle a été un petit peu, avec c'était une formation qui justement a du sens à se faire en présentiel et le fait qu'on a, avec la pandémie, on a dû faire beaucoup à distance, a un petit peu limité et handicapé le projet. Mais on espère que l'année prochaine, on va pouvoir le reconduire, tel qu'on l'avait pensé. D'accord. Vous aussi, Marion et Evelyne, vous avez présenté cette recherche
à des groupes locaux d'ATD Quart Monde. Vous l'avez présenté à qui? Ah non, nous, on l'a présenté à la Maison Magis, qui était une maison de jeunes. Ah oui. Sinon, on a fait le... avec Pascal. C'était juste avant la pandémie. Après Marseille. Il y a eu plusieurs sessions. Oui, mais en fait, on l'a présenté dans plein d'endroits. Oui, on l'a présenté à Marseille. Mais c'était autant des lieux de formation. Et du coup, Elena, on t'entend. Elena, si tu peux parler, prends le micro, parce qu'on t'entend pas. Non, je dis, voilà, moi je ne me souviens pas non plus des lieux précis où on a présenté, mais il y a énormément, elles sont listées dans la revue. Oui. Mais voilà, on l'a présenté dans des lieux, des écoles de formation, de travail social. On l'a présenté dans plein des lieux, des événements, des mouvements sociaux, dans des institutions publiques qui travaillent sur la pauvreté. Voilà, parce qu'en plus ce travail on le faisait aussi avec le Secours catholique, donc du coup voilà, et dans l'Observatoire de la pauvreté, voilà, ça a été, il y a eu beaucoup de demandes. À cause de la pandémie. À cause de la pandémie, vous avez été arrêté dans votre élan. Est-ce qu'on a d'autres questions des internautes? Ok. Je peux dire d'autres. Oui, mais... vas-y, je t'en prie, Xavier. Alors il y a d'autres suites hein, dans beaucoup de pays en fait. Hein. Donc il y a eu quelque chose d'un peu semblable à ce qu'a décrit Elena en termes de formation au croisement des savoirs qui s'est mis en place, mais pour l'Amérique latine, avec l'Université métropolitaine de Mexico. Donc là je crois qu'il y a 7 pays qui sont impliqués, avec donc des personnes de langue espagnole, et qui voilà, ont une formation qui est plus longue, hein, puisque je crois que c'était prévu sur 2 ans, et à cause de la pandémie c'est compliqué, ça va être sur 3 ans. Voilà, mais donc c'est aussi une formation au croisement des savoirs. D'accord. En Afrique, il y a un réseau d'universitaires qui est en train de se mettre en place pour faire connaître le croisement des savoirs et le mettre en œuvre dans les universités. Et autour des universitaires avec lesquels on a travaillé en Tanzanie, mais aussi d'autres avec qui on a travaillé au niveau international, voilà, et qui donc veulent faire connaître cette approche en termes de croisement des savoirs. Et puis on est en train de monter un nouveau projet qui est pour prendre en compte, je dirais, l'aspect politique qu'on peut donner à cette recherche, c'est-à-dire, voilà, on a mis en évidence beaucoup de dimensions de la pauvreté, comment est-ce qu'elles vont être prises en compte dans les politiques qui sont mises en œuvre. Et donc on est en train, avec le rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme des Nations Unies, de monter un projet pour utiliser les résultats de notre recherche dans les instruments d'évaluation d'impact qui sont utilisés par les institutions internationales, notamment quand ils mettent en place un projet. Alors je donne un exemple. Par exemple, le programme des Nations Unies pour le développement décide d'aider, mettons, le Kenya à mettre en place un programme de lutte contre la pauvreté. On va dire formidable. On est en train de travailler pour élaborer un instrument qu'on pourra donner aux PNUD en leur disant, écoutez, voilà, vous êtes en train de mettre ça en place, regardez les conséquences possibles de votre projet sur toutes les dimensions de la pauvreté qu'on a mises en œuvre avec la recherche avec Oxford. Vous voyez, donc c'est un projet qu'on va faire sur 2 ans, avec donc le rapporteur spécial, je l'ai dit, avec le mouvement international ATD Quart Monde, avec des experts venant de différentes institutions, et notamment ceux avec qui on a déjà travaillé. Et on va faire du croisement des savoirs aussi, à un moment donné, pour prendre en compte le savoir des personnes qui vivent la pauvreté dans l'élaboration de cet instrument. Voilà, donc là c'est vraiment vouloir rendre opérationnels ces résultats dans la manière dont les institutions internationales mettent en œuvre des politiques publiques. Voilà, donc ça c'est en cours, il y a encore du travail, mais très beau travail. Ça se construit. D'accord. Alors, ça, justement, c'est tout l'impact au niveau politique, mais on a aussi écrit un article de recherche
que voilà, est maintenant en évaluation. Vous savez, il y a toute une démarche dans les articles de recherche où les gens doivent voilà, critiquer, évaluer si l'article est pertinent ou pas. Mais c'est intéressant parce qu'on l'a écrit ensemble, professionnels et chercheurs. Et c'est aussi pour pouvoir montrer que là, il n'y a pas seulement une utilité au niveau politique, mais qu'il y a aussi une utilité en termes de création de connaissances. Et voilà. Et donc là, il y a aussi à ce niveau un travail qui a été amorcé. D'accord. Voilà, on a fait un gros effort avec les chercheurs de tous les pays pour écrire des articles, comme vous dites, des articles universitaires, parce que si on veut que notre recherche soit prise au sérieux dans les institutions internationales, si on n'a pas des articles universitaires, ça ne passe pas. Ça fait partie du fonctionnement de ces institutions-là. Et donc, on est moins habitué à ça. Nous, on a l'habitude d'écrire dans la revue Carmonde des articles qui ne sont pas forcément des articles avec tous les critères académiques. Mais là, on s'est efforcé à ça, justement, pour donner de la crédibilité à notre recherche et pour vraiment renforcer son impact. Et on a quand même publié pas mal d'articles. Il y a aussi, j'avais écrit la liste, mais qui a été supprimée de l'article parce que c'était trop long. Mais il y en a beaucoup, je peux vous dire. Il y en a beaucoup, et notamment, il y en a pas mal en anglais. D'accord. Parce que voilà, au niveau international, c'est l'anglais qui domine plus que le français maintenant. D'accord, super. C'est sur ce mot qu'on va terminer. Merci. Non, j'ai mon micro. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été présent également. Merci de nous avoir suivis pour ce débat. Je vous rappelle que vous pouvez commander la revue Carmonde 258, dévoiler les dimensions cachées de la pauvreté sur le site des éditions Carmonde. Toutes les informations seront dans la barre de commentaires. Vous pouvez également vous abonner à la revue Carmonde. Merci encore d'avoir été avec nous. Bonne soirée et à bientôt. Au revoir.